Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous donner cette opportunité. Surtout, c'est un honneur pour moi de présenter ici avec Julie. J'ai adoré le moment de préparation et l'échange qui est relié à tout ça. Donc, c'est important dans notre travail comme pharmacien on est près des patients, mais je pense d'être encore plus à l'écoute et on est gagnant tout le monde au bout du compte. Donc, on va présenter sur le partenariat patient-pharmacien. Donc, comment maximiser la communication pour les résultats optimaux. On va vous partager les résultats d'une étude d'évaluation de l'impact du rôle du pharmacien. C'est malheureusement un peu étudié, mais il y a beaucoup d'avancées à faire dans le domaine et on le fait auprès des patients sous traitement oncologique. Donc, déclaration de conflit d'intérêt potentiel. Bon, évidemment, je suis pharmacienne et je travaille comme directrice aux affaires externes à la pharmacie La Rivière-et-Mascotte. J'aimerais aussi dédier cette présentation d'une façon bien personnelle à des gens près de moi qui nous ont quittés à 20, 35 et 40 ans pour des cancers cérébrales ou du foie. Donc, je pense que c'est toujours important de les garder en mémoire dans tout ce qu'on fait. Et heureusement, la science avance et j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique et la recherche est vraiment importante. Donc, merci aussi aux chercheurs et aux patients, aux participants des études cliniques. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre un peu à ces questions. Quels sont les standards de pratique en pharmacie d'oncologie avec l'exemple aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il y en est au Québec? Quels sont, par le fait même, les résultats de notre étude? Et qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qui est l'après de cette étude? Donc, qui sommes-nous à la pharmacie La Rivière-et-Mascotte? Je vais parler de nous avec le terme LMP. Et quelle était la raison d'être pour nous de cette évaluation? Donc, c'est une pharmacie qui a été fondée en 2004, donc près de 20 ans. C'est une pharmacie dédiée à des conditions particulières. Donc, ça exige un flot de travail qui est un peu différent, des connaissances adaptées. 70% de nos patients sont en oncologie ou hémato-oncologie ou ont une forme de cancer. Donc, l'important de distinguer, c'est que c'est un modèle de pratique qui existe, qui est pas une spécialité en soi. Il n'y a pas de pharmacien de spécialité au Québec, je ne veux pas confondre. Et on rend ça important pour les patients de dire que c'est important pour le patient d'avoir le choix de sa pharmacie. Et heureusement, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont prêts à répondre aux besoins des patients quand ils connaissent le domaine ou ils veulent s'y plonger. Donc, la pratique de la pharmacie au Québec, c'est fait selon les règles et les lois de la pharmacie, l'ordre des pharmaciens et des différents ministères et les lois qui en découlent. Il n'y a aucune norme distincte qui existe pour la pratique pharmaceutique spécifique à l'oncologie. Donc, en 2019, l'ASCO, le American Society of Clinical Oncology, en collaboration avec NCODA, qui sont les pharmacies intégrées en oncologie aux États-Unis, ils ont publié des standards de pratique pour les pharmaciens communautaires visant l'accompagnement des patients en oncologie. Donc, l'équipe LMP a constaté qu'on rencontrait les standards de pratique centrés sur le patient et on a voulu mesurer l'impact de l'expérience, l'impact sur l'expérience patient, puis porter un regard critique sur notre pratique, voir comment on peut s'améliorer en l'occurrence ou comment est-ce qu'on rencontrait tous ces critères et quel en était l'impact pour le patient. Donc, je vais laisser la parole à Julie pour partager un petit peu son historique de la collaboration ensemble avec LMP et sa vision pour cette étude. Merci. Moi, de mon côté, je suis avant tout une infirmière, j'étais une gestionnaire et maintenant je suis une patiente à temps complet. Mes patientes partenaires aussi, je suis partenaire à différents niveaux au niveau du système de santé. Et quand j'ai été approchée en 2021 par La Rivière-et-Mascotte, justement pour être patiente partenaire avec eux, pour collaborer, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que là, on sort
du contexte hospitalier. C'est aussi important là, pour le patient dans tout son continuum, même au niveau et surtout présentement pour moi au niveau de la pharmacie. J'ai un myélome multiple diagnostiqué il y a 6 ans. Je suis en traitement continu depuis 4 ans. Présentement, je suis en traitement, là, fait que ça se peut que je sois un petit peu chancelante. Fait que si je m'écrase, vous allez savoir pourquoi. Non, sans blague. Je vais bien aujourd'hui, mais c'est tout ça pour dire que je suis toujours continuellement dans les traitements, tout ça. Fait que la vision que j'avais comme infirmière, la vision que j'avais comme gestionnaire, elle a totalement changé parce que là, j'ai d'autres lunettes, des lunettes totalement différentes. Et en même temps, je pense que c'est bon d'avoir ces lunettes-là. Fait que de collaborer, justement, on a collaborer ensemble à plusieurs niveaux, justement au niveau du continuum pour le patient quand il commence à faire affaire avec la rivière-Mascotte, justement, et également au niveau, on a fait un questionnaire pour les patients, mais qui a été bâti par moi en collaboration avec les pharmaciens. Fait que là, vraiment, on était toucher le pouls des patients. Et également, j'ai participé avec un pharmacien à un webinaire pour les pharmaciens qu'il y a eu pour donner vraiment la vision aussi des patients. Fait que plusieurs choses qu'on a en continuum ensemble et c'est très enrichissant pour, en tout cas moi comme patiente, je peux le dire, c'est très enrichissant de travailler en collaboration avec les pharmaciens. Donc, je vous laisse avec la présentation de l'étude. Merci beaucoup, Julie. Merci pour tout ça. Donc, quels sont les standards de pratique en oncologie aux États-Unis? Donc, ils ont publié l'ASCO dans un article très, très détaillé. Ici, je vous présente, dans le fond, c'est 9 catégories sur lesquelles ils se sont penchés pour dire comment est-ce que par catégorie, les standards de pratique devraient être élaborés pour pouvoir rehausser ou essayer de voir comment la pratique peut être pour le mieux pour le patient. Donc, on regarde des aspects reliés à la relation patient, l'aspect d'éducation relié aux médicaments, tout ça, tout ce qui peut être fait pour optimiser l'adhérence, la persistance aux médicaments, donc la bonne prise du médicament comme la posologie ou le médecin l'indique. Surveillance de l'innocuité, comment est-ce que la toxicité peut être suivie et prévenir ou gérer, à tout le moins, les effets secondaires. Tout ce qui est le renouvellement des prescriptions. L'oncologie, vous le savez très bien, a besoin d'une continuité de soins pour avoir le résultat optimisé, si on peut dire. C'est pas toujours optimal, mais on évolue vers ça. Le renouvellement, la documentation de tout ça, on parle souvent des bases de données, les données partagées, tout ça. La qualité de ces données-là revient aussi à ce que ça soit bien documenté. L'évaluation des couvertures d'assurance, et évidemment, on vient d'en parler, et l'élimination des médicaments pour éviter toute prise de médicaments qui ont expiré ou inadvertance de la toxicité qui peut être d'une exposition à un médicament toxique. Et la satisfaction des patients, bien sûr, est au cœur de tout ça. Oups, j'ai reculé. Voilà. Donc, dans l'article, vous pouvez voir dans le détail chacun de ces critères-là. Je vais vous donner, donc l'article a été publié dans le Journal of Clinical Oncology. C'est une étude rétrospective. Donc, on s'est dit, on va regarder comment on faisait les choses et est-ce qu'on rencontre ces critères-là. Chez des personnes atteintes de cancer du sein ayant reçu un inhibiteur CDK4/6 de 2016 à 2020. Donc, notre hypothèse de travail, c'était de dire, est-ce qu'une approche de suivi structuré, suivi optimal, donc amène une plus grande observance et persistance des traitements et donc des résultats comparables à ceux des études pivots. Souvent, les agences de remboursement, les agences vont regarder pour savoir est-ce que les études de clinique qui ont une structure, une approche très structurée correspond à la vraie vie. Donc, tout ce qui est le monde de real-world evidence, est-ce que nous, dans la vraie vie, ça répond aussi aux mêmes résultats. Donc, ici, quelques exemples. Vous avez au centre, à gauche, vous avez en anglais pour le critère qui est dans la publication. Les critères au centre, donc 2 exemples de critères et comment on les rencontre. Si on regarde, par exemple, l'éducation. Donc, avant de débuter un traitement, il y a un éducateur spécialisé, un professionnel de la santé, dans notre cas, un pharmacien, qui explique au patient son traitement.
certains des présentateurs ont fait référence à dire que ça fait beaucoup d'informations pour le patient d'accueillir tout ce que le médecin et l'équipe clinique, l'équipe à l'hôpital peut dire, et donc réitérer ce qui a peut-être été déjà dit, mais d'avoir une rencontre initiale en début de traitement qui est complète. Donc, notre effectif, donc le nombre de pharmaciens en poste, permet de prévoir ce temps de qualité avec le patient en début de traitement. Donc, on prévoit 30 à 50 minutes, plus si c'est nécessaire, ou avec le proche aidant pour initier un traitement. Donc, c'est dans notre approche systématique auprès du patient. Pour ce qui est de l'adhérence et la persistance, ben, ça inclut justement le suivi de la toxicité des médicaments, les tests de laboratoire à superviser, s'il y a un traitement qui va causer une lise tumorale ou bien un changement sur une neutropénie à suivre avant de faire le service, l'approche du travail est différente d'un renouvellement mensuel. C'est certain que tout le niveau interaction médicamenteuse est important. Donc, le suivi, si le patient prend de nouveaux médicaments en vente libre, les produits naturels, il faut aussi considérer ça dans ce qui est la communication avec le patient. Donc, comment est-ce qu'on rencontre ce critère-là? C'est que le pharmacien évalue à chaque communication l'adhérence au traitement, les effets indésirables, comment bien les gérer ou les détecter à temps avant de se rendre à l'urgence. Les tests de laboratoire, bien sûr, avec le DSQ, on a accès comme pharmacien aux résultats pour soit faire le service ou faire une communication en temps opportun avec le médecin ou l'équipe traitante ou communiquer avec les IPO également. Les interactions médicamenteuses, je l'ai mentionné. Et ensuite, comment on y arrive? C'est certain que c'est une science qui évolue très rapidement. C'est important. Dr. Latreille, vous faisiez référence au Collège des médecins pour tout ce qui est la formation continue. C'est un grand défi. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, on s'assure que nos équipes de pharmacie sont mises de l'avant et libérées pour avoir de la formation continue 3 à 4 fois par mois en équipe pour suivre comment la science évolue et être à l'affût des nouvelles informations et des nouveaux médicaments. On fait des midi-conférences, on assiste à des congrès, H, ASCO, etc. Et on donne des webinaires aussi. Donc, les résultats pour ce qui est de l'étude, quelles activités cliniques on fait en moyenne par cycle de traitement. Donc, la première ligne, vous voyez qu'il y a 7 interactions, activités cliniques ou administratives qui sont faites par cycle, donc à peu près par mois, là, selon la durée du cycle, pendant toute la durée de notre étude et supervision. Bien entendu, c'est beaucoup plus élevé dans les 3 premiers cycles de traitement. Donc, il y a 11 interventions, activités qui sont faites en moyenne en début de traitement pendant les 3 premiers cycles de traitement. Et c'est statistiquement différent de la période subséquente de plus de 4 mois. 4 cycles, pardon. Donc, ce qui est intéressant, je vais apporter votre attention, c'est que 70% de ces interactions et ces activités-là sont reliées à la vérification des tests de laboratoire et à la communication avec les patients. Donc, la communication avec les patients est au cœur. Donc, c'est un partenariat encore là parce que c'est 50% des activités de la pharmacie qui sont reliées avec la communication avec le patient. La communication avec les autres pharmaciens est très importante parce qu'on travaille en tandem avec les pharmaciens communautaires à travers le Québec parce que le patient, nous, on va livrer puis on va s'occuper du produit en oncologie, mais tout le reste de sa médication demeure dans son pharmacien, avec son pharmacien local et aussi, ils sont pas captifs chez nous. Si le pharmacien local développe cette connaissance et veut prendre en charge, c'est toujours le choix du patient de dire je vais aller à ma pharmacie locale. Sinon, c'est vraiment un travail d'équipe. On dit que ça prend un village pour élever un enfant, ça prend une grande équipe de professionnels de la santé pour cheminer avec le cancer. Le suivi avec les payeurs est aussi très significatif, beaucoup plus élevé aussi en début de traitement que par après. La suite des résultats ici, qui est très intéressante. La première ligne, c'est vraiment, là, on parle du temps pour initier la thérapie. C'est certain qu'on cherche tout le temps un temps qui est le plus court possible. Le temps au total, dans la médiane, prend 14 jours entre la prescription et le début de la thérapie.
Donc, il y a un bout de chemin à faire. Ce qui est intéressant ici dans les résultats, c'est que dans la colonne du milieu, c'est le payeur public. Donc, la RAMQ, dans notre cas, c'est moins long qu'avec le payeur privé. Donc, avec les assurances privées, le patient peut voir jusqu'à 21 jours, l'écart étant quand même assez large, aussi de 9 à 55 jours, avant de pouvoir initier la thérapie. Donc, si on regarde ça dans le détail, comment est constitué le 14 jours médian, le délai pour le remboursement, c'est ce qui est le plus significatif. Encore là, de 9 à 16 jours, dépendamment si on est au public ou au privé. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut faire vraiment un bout de chemin pour améliorer les soins. Le temps de remboursement, une fois qu'on a le OK de l'assurance et le début de traitement, est à 3 jours. Ça, c'est en prenant en compte aussi la communication qu'on a avec le patient. Donc, si on reçoit le OK jeudi ou vendredi, ça inclut la fin de semaine, là, le 3 jours. Donc, parfois, le patient va faire le choix de dire, moi, je vais prendre ma fin de semaine, puis lundi, ça va être mon début de traitement. Donc, je vais laisser Julie ici commenter sur ce tandem. Merci. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Oui, c'est des belles données là, pour les professionnels, pour tout le monde, mais pour les patients, qu'est-ce que vraiment ça veut dire? C'est qu'on n'est pas laissé tout seul non plus. Dans ce processus-là, quand on sort des fois des murs, comme moi, du Centre intégré de cancérologie, on se dit, OK, là, est-ce que je suis laissée à moi-même? Est-ce que c'est à moi de continuer tout ça, etc.? Et dans le processus que moi j'ai vécu, je n'ai pas eu à être seule avec moi-même. Les pharmaciens étaient là, étaient capables de me dire où est-ce que ça en était rendu, où est-ce qu'on s'en allait. Il y avait une communication. Et cette communication-là entre le CIC et justement les pharmaciens qui sont à l'extérieur est vraiment importante et il faut pas qu'on soit échappé comme patient là-dedans et se dire pourquoi ça prend autant de temps, je comprends pas. Là, on le voit un peu plus. Puis c'est par ces données-là qu'on voit qu'en communiquant, la communication est tellement importante, oui, entre les différents acteurs, mais entre les patients et leurs pharmaciens, on les oublie. On les oublie souvent, puis je comprends pas pourquoi maintenant, parce qu'ils sont vraiment une place, ils sont vraiment importants, ils sont tellement à l'écoute. Les premières fois, moi, quand je leur ai parlé, ils m'ont demandé qu'est-ce que je savais. Wow! Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui prennent le temps de demander aux patients qu'est-ce qui vous inquiète? Au lieu de lire les critères et de donner par la suite telle chose, eux, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce qui t'inquiète. Ils ont pris le temps de parler avec moi. Et le temps que les pharmaciens prennent, justement, le fameux 50 minutes et le fameux, on le voyait tout à l'heure dans les diapos, le temps de communication avec le patient, c'est un temps de qualité. Et ça, c'est une chose que oui, que les données démontrent, mais que là, nous, on peut, de façon subjective, quand même le donner, que ça a vraiment une importance et ça réduit notre stress face à une nouvelle médication. Mais pourquoi la chimio, moi j'ai toujours entendu parler que c'était intraveineux, puis ça rendait malade, puis je perdais mes cheveux, puis Non, moi c'est une pilule que je prends à la maison, puis ça me donne une super belle qualité de vie parce que je le prends à la maison. Alors ça, c'est des choses que les pharmaciens, qu'on le voit par ça, prennent le temps et reviennent sur certains points au niveau de la communication. Fait que c'est ça un peu qui ressort de l'étude pour un patient. Merci. Juste rapidement, certains autres résultats. Donc, on a regardé comment on se comparait aux études pivot. Donc, c'était un des éléments. Donc, l'interruption pour effet secondaire, donc en ayant un suivi rapide, étroit, on peut avoir des effets indésirables comparables aux études pivot, la durée de traitement qui est comparable aussi aux études pivot et le taux d'adhérence qui était élevé. Tout ça amène une satisfaction des participants, participantes. Ici, je peux mettre un bémol, c'est la petite étoile. Il y a un biais quand même. Ça n'a pas été l'aspect satisfaction. Je pense qu'on peut l'améliorer dans notre mesure. C'était demandé aux patients, donc c'était téléphonique. Donc cet aspect-là, c'est surtout pour vous le partager. C'était pas dans l'article celui-là. Conclusion de l'étude, Julie en a fait mention. Donc, une pratique structurée respectant les lignes directrices de l'ASCO, dans notre cas, était adaptée aux défis de l'oncologie. Ça permet de reproduire sensiblement ce qui est démontré dans les études pivot, optimiser l'adhérence et obtenir un haut niveau de satisfaction des patients. Mais ça requiert un effectif suffisant.
Donc, c'est certain que c'est un défi imposant dans le réseau actuellement. On parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est un choix chez nous de dire qu'il y a une grande équipe de pharmaciens, environ 8 qui sont en service à tous les jours. Donc, c'est ça qui fait que l'effectif fait un flot de travail. Mais c'est un défi de rencontrer ça. Et ça exige un effort important aussi pour rassembler l'information nécessaire. On parle souvent du projet de loi 3 et comment le dossier de patient, rapatrier l'information qui est requise pour faire un bon travail est important à développer. Donc, je vais laisser les mots de conclusion pour Julie aussi. Le temps a changé. Donc, en conclusion, c'est sûr que l'empowerment, l'autonomisation du patient est super importante. Et c'est pas juste du patient, mais c'est du proche aidant aussi dans certaines situations. Fait que c'est une équipe et ça passe entre autres par l'information qu'on va donner au patient. Le patient, on a une culture un peu pas paternaliste, maternelle. Un peu, on veut pas donner les données aux patients. On a comme peur de comment ils vont réagir, mais je pense que l'empowerment, la façon qu'ils vont bien suivre leur traitement passe aussi par le côté d'avoir accès à nos données, d'avoir accès à nos informations et de pouvoir justement communiquer et travailler en partenariat avec les différents professionnels avec qui qu'on est. Donc, la satisfaction des patients, ben c'est ça, c'est multifactoriel. On peut penser qu'un patient va nous dire justement, ben moi ça passe par ça, mais c'est pas du copier-coller pour tous les patients en cancérologie. On vit toutes des choses différentes, on vient toutes des places différentes, donc de mieux adapter, de savoir écouter le savoir expérientiel là, du patient avec la maladie. Donc, la transparence, de l'ouverture face aux patients, ça, je pense que c'est une chose, et face aussi à ces données, de pas compter de menterie. J'ai entendu des choses épouvantables hier, comme des médecins qui voulaient pas donner des résultats à un patient, puis ils disaient non, je n'ai pas accès. Non, s'il y avait accès, c'était évident. Donc, ayez de la franchise, soyez capable de communiquer tout le monde ensemble. Et j'ai mis comme dernier mot, allez, on innove. Parce que justement, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de preuve? Ils ont innové en rentrant justement une façon de partenaire avec eux à la Rivière-et-Mascotte. Donc, je pense qu'on peut innover à différents niveaux. Arrêter de bâtir sur des bases qui ne fonctionnent plus. Innover, commencer des nouvelles choses. On a entendu justement des belles choses aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a encore plus qu'on peut faire tout le monde ensemble en utilisant le savoir justement de tout le monde et en ayant une belle ouverture face aux nouveautés. Merci beaucoup. Merci à Julie pour la collaboration, puis merci aux participants de notre étude qui nous font confiance. Merci à Novartis et Pfizer pour le soutien financier sans restriction pour ce projet également. Merci. S'il y en a qui veulent des copies de l'article, venez me voir, il n'y a pas de problème. En fait, vous devez m'entendre, c'est l'heure du café, l'heure de la pause santé. Alors, 5 minutes, on va dire, d'accord? Donc, histoire qu'on continue et qu'on revienne dans l'horaire. Non, ça va, mais